Bienvenue à nos deux intervenantes de ce matin. Donc depuis maintenant quelques mois, nous préparons en fait ces interventions pour essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport au sujet RH en général, puisque Talent Handicap, nous sommes plutôt spécialisés dans tout ce qui est recrutement de personnes en situation de handicap. Mais on se dit que finalement, le handicap est aussi et souvent un révélateur de comment gérer les singularités, pour le dire comme ça, dans l'entreprise. Et du coup, on va parler d'individualisation et ça peut avoir un rapport. Bon, en tout cas, on ne va pas parler de handicap spécifiquement, on va être dans notre sujet, mais voilà, c'est le lien entre pourquoi on fait ça et par rapport à nos activités. Donc Fabienne, Pasco, qui va gérer ça et qui a préparé tout ça et donc j'en profite pour la remercier pour faire ce vrai travail, de qualité. Hem, donc Fabienne va nous présenter, toute la structuration des éléments tels qu'elle, voit et puis, donc bonjour Fabienne, pardon, Bonjour Antonio, bonjour à si tu tous. m'entends bien. Oui, très bien. Et puis on aime aussi associer en fait, on va dire ce qui est un peu théorique, ou en tout cas des prismes théoriques avec des témoignages, et c'est important d'avoir des témoignages qui soient, bah, voilà des choses tout à fait pratiques et portées par des gens qui, ont la capacité d'en parler et donc je souhaite la bienvenue à Agnès aujourd'hui. Bonjour Agnès. Bonjour Antonio, bonjour à tous et à toutes. Donc Agnès, qui est de DRH chez L'Oréal et qui du coup va nous parler de choses un peu concrètes par rapport à notre sujet. Alors peut-être vous présenter, d'abord donc, Agnès, je vais peut-être vous laisser, vous présenter, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Du coup, donc, Agnès Talon-Négreverne, j'ai effectivement rejoint le groupe L'Oréal il y a à peu près 20 ans maintenant. Et actuellement, en fait, j'ai le poste de DRH en fait, du corporate L'Oréal France et de la finance L'Oréal France. Donc, du coup, dans les métiers que j'accompagne, on va trouver beaucoup de métiers dits fonctions support, typiquement l'IT, les achats, le legal, la communication interne, les RH, voilà. Donc, en fait, je suis voilà, ravie d'être avec vous ce matin pour partager bah, effectivement la manière dont, au niveau en tout cas de notre structure, on a vécu finalement toute cette période qui vient de s'écouler, comment on envisage la suite de cette aventure qui est effectivement un vrai sujet RH. Et qui concerne, beaucoup, beaucoup de gens, effectivement. Et Fabienne, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, Fabienne Pasco, je dirige un cabinet de conseil RH qui accompagne les entreprises dans leurs différentes transitions humaines, organisationnelles, et, entre autres, et plus particulièrement sur le sujet dont parlait Antonio en introduction, c'est-à-dire également transition inclusive, donc avec tout ce qui comporte la diversité, qualité de vie au travail, santé au travail. Et j'interviens, je remercie Talent Handicap, j'interviens sur ces sujets d'expertise RH. Bon, nous, en tout cas, on en est très fiers. Donc c'est Alteia Consulting. Exactement. Parfait. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler, ce matin, Fabienne? Alors, on va parler d'individualisation des rythmes de travail, hein. C'est l'angle que l'on a souhaité aborder avec vous ce matin, parce que c'est vrai que on a bien vu que sur l'ensemble des webinaires, beaucoup de sujets autour du télétravail, beaucoup de sujets autour du travail à distance, du management à distance. Donc, bien sûr, ces sujets sont le cœur de nos échanges aujourd'hui. Mais ce qui nous a interpellés, c'est le sujet de l'individualisation. Et vous allez voir par rapport à ce qu'on veut vous présenter, ce que ça change pour le collectif, ce que ça change pour les individus. Et on a trouvé avec Agnès beaucoup de changements plutôt vers le positif. Alors peut-être qu'on est des optimistes toutes les deux euh, de, de nature, mais on a trouvé que c'était aussi beaucoup d'opportunités en fait dans ces changements et que, sans faire tout de suite la conclusion, Antonio, mais que finalement c'était une individualisation pour plus de collectifs, peut-être aussi de performance, et que voilà, il fallait peut-être se prémunir d'un risque qui serait une trop grande fragmentation, trop d'individus versus ce collectif, mais que si on se prémunissait bien de ce risque avec ce que peut apporter l'entreprise, on avait tout à y gagner. Effectivement, on a choisi de traiter ce sujet ce matin parce qu'on a entendu depuis des mois, enfin depuis un an maintenant, des cas vraiment très, très différents. Donc, tu as bien raison, il faut rester positif. Néanmoins, c'est une vérité, enfin en tout cas c'est une réalité, pas une vérité, que des gens, ont pu peut-être se sentir isolés,
qu'il a fallu revoir certaines méthodes de management pour certaines entreprises avec des temps partiels parfois importants, de temps en temps des décrochages aussi de la part des collaborateurs vis-à-vis de leur employeur et vis-à-vis de leur mission, le changement de tous les repères. On peut ajouter à ça les nouveaux rythmes dans sa vie personnelle, puisque du coup la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle parfois a aussi un peu bougé. Et tout ça, ça a apporté aussi le besoin de s'adapter sans forcément de prendre des cas, bien précis. Donc voilà, ça nous semblait important, même si ça fait quelque temps maintenant que c'est un vrai sujet, ça nous semblait important peut-être de le traiter maintenant, parce qu'on a peut-être un petit peu plus de recul et ça nous permet d'en parler avec une vision peut-être un petit peu plus large. Alors, on rentre directement dans le sujet? Alors, en Je introduction, vous voulez avec quelques chiffres, parce qu'il faut toujours un petit peu des chiffres pour illustrer nos propos. Si tu veux passer, je ne sais pas qui a la main sur les c'est moi, slides. mais du coup, Alors, tant qu'on est les bubbles qui s'affichent, les quelques chiffres, déjà, c'est effectivement l'année qu'on vient de passer. On sait que avant nos fameux, c'est juste celle d'après, avant notre fameux grand premier confinement dont on parle il y a un an, il y avait simplement 17% des salariés qui étaient pratiquants du télétravail et au maximum un jour par semaine environ. Donc ça, c'était avant mars 2020. Là, aujourd'hui, on voit que c'est C'est ça, plutôt, moi, je recherche, c'est des greffes. on est plutôt à plus d'un tiers et évidemment avec un rythme beaucoup plus important. Alors ça s'est mis en place. Nous, on a vu beaucoup d'entreprises qui effectivement étaient en train de se demander s'ils allaient aller vers la négociation d'accords de télétravail, s'ils allaient aller vers la rédaction de chartes et forcément d'un coup d'un seul, tout le monde a sauté dans le grand bain, on le connaît bien. Maintenant qu'avec ce petit recul, on constate qu'il y a 41%, là ce sont des chiffres beaucoup plus récents, des salariés qui souhaitent retourner au bureau pour pouvoir bénéficier d'un espace de travail, pour être peut-être un petit peu plus éloigné de l'espace familial, de la sphère de la maison et bénéficier de conditions de travail, puisque évidemment, dès qu'on est dans ces sujets-là, on est très proche aussi des thématiques de santé au travail. À ce sujet, un chiffre qui n'apparaît pas là dans ce que vous voyez, mais on s'est aussi beaucoup posé la question du rapport entre stress et télétravail et des chiffres qui datent de fin d'année 2020, là, octobre-novembre, montraient que pour 32% des salariés, en fait, le manque de contact humain, donc avec leurs collègues, avec l'ensemble de leur écosystème social, en fait, eh bien, était cause de stress. Donc, c'est un vrai sujet qu'il faudra aussi gérer quand même dans le retour au travail, sur le lieu de travail, j'entends, puisque là, les activités n'ont quasiment pas cessé. On n'est plus dans le contexte d'activités partielles, ou beaucoup moins, en tout cas, peut-être pour certains d'entre vous, mais beaucoup moins. Autre chiffre encore, et ça c'est important pour la suite. Antonio, tu parlais de voilà, qu'est-ce qu'on va garder de cette période qui peut-être se termine un peu là et qu'est-ce qui va perdurer dans nos habitudes de travail. Pour 85% des salariés qui ont été interrogés, le télétravail va faire partie intégrante. Donc autant dire que l'entreprise qui, en mai-juin 2021 se dit « bon allez, confinement terminé, tout le monde revient au boulot, présentiel, sur place », ça risque d'être un sujet et pourquoi pas d'ailleurs peut-être un sujet social, peut-être un irritant social d'ailleurs, dans les relations, dans le dialogue social, dans les entreprises. Et puis enfin, on a quand même effectivement plus d'un quart des salariés qui ne souhaitent pas recourir au télétravail. Et ça fait aussi partie de la donne et de l'équilibre social qu'il faudra trouver, puisque, et ça nous amène à notre titre sur l'individualisation, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus une solution unique, et notamment pour ce qui concerne les modalités du travail, du lieu, du temps également, eh bien, il n'y a plus une seule modalité qui peut coller à tous, quoi. Voilà. Peut-être, si je puis me permettre, Fabienne, pardon, en complément, le vécu qu'on a eu de ces différentes périodes est tout à fait en fait en phase avec ce que vous partagez en termes de données chiffrées. C'est-à-dire qu'on avait effectivement au démarrage chez L'Oréal
la possibilité sur la base d'un accord d'un jour de télétravail par semaine, en fait, de profiter comme ça de cet aménagement. Finalement, peu de collaborateurs. On avait globalement 30% en fait, des collaborateurs qui avaient signé un avenant et qui l'utilisaient finalement de manière extrêmement parcellaire, plus pour des questions d'organisation, des jours où c'était amusant quand on en discutait, les gens disaient bah, j'ai une contrainte, par exemple, je dois faire venir mon plombier chez moi, je vais faire ma journée en télétravail, mais on sentait que ce n'était pas une habitude d'organisation finalement dans le rythme de travail, à quelques exceptions près. Et finalement, la première phase de confinement, les gens ont découvert le télétravail, donc c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'engouement en disant c'est fabuleux, finalement le télétravail, etc. Et sorti de cette première phase de confinement, en fait, les gens ont une certaine lassitude de ce tout télétravail et effectivement ont plutôt exprimé le souhait de pouvoir avoir un équilibre entre la présence sur le bureau avec cette envie de retrouver les autres finalement collègues, de recréer du lien social, etc. Et effectivement quand même de conserver cette possibilité qui était finalement une découverte, mais aussi un confort pour eux en termes de gestion. Alors, pas que de la vie privée, mais également en termes d'activité. Certains disaient finalement d'avoir des journées où je peux être chez moi au calme pour faire certaines choses, alors que ce soit finalement de la saisie, des réflexions sur des dossiers où il faut que je puisse prendre un temps finalement posé, un peu en isolement et tout. Voilà, les gens, je trouve, ont une autre vision finalement du télétravail. Et là où je vous rejoins, c'est que en revanche, tout le monde n'a pas la même vision, la même perception du télétravail. Quand on avait fait en fait un peu le questionnaire pour voir qu'est-ce que les gens attendaient en termes d'évolution justement d'accord, nombre de jours, etc. Majoritairement, les gens sont autour de 2 ou 3 jours, mais on voyait des gens qui n'en voulaient pas du tout ou d'autres qui se disaient moi, je voudrais quasiment plus. Donc, c'était assez intéressant ce côté finalement personnel que les gens avaient de la manière de vivre en fait le télétravail. Alors, ça nous fait une très bonne transition. Si des gens veulent témoigner, hein, vous demandez, Salomé, tu nous dis si des gens veulent prendre la parole ou ont des questions. N'hésitez pas en tout cas à participer. Alors, ça fait une excellente transition pour notre cadre. Voilà, donc on a osé un cadre qui se fissure pour le pire, parce que le pire, effectivement, on a tous eu des sujets autour des questions de santé, d'isolement, de conditions de travail également, et le meilleur. Donc, je parlais d'optimisme au début, en introduction, il y a aussi du meilleur. Donc, ce cadre, voilà, le cadre qui se fissure, c'est quand même une première. Alors, on vit beaucoup de premières depuis 1 an, et là, c'en est une. On a eu la première de sortie des terrasses hier. Donc là, la première au niveau du monde du travail, c'est quand même de voir ce cadre, ce qu'on a appelé unité de lieu, de temps, d'espace, qui était la scène finalement de nos activités professionnelles, se fissurer. C'est vrai qu'on allait tous, ou jusqu'à présent, au même endroit pour exercer notre activité professionnelle. On était dans un temps cadré également, un début, une fin, y compris d'ailleurs pour ceux d'entre nous qui ne sont pas en horaire fixe, mais qui ont des plages variables ou qui sont en forfait jour ou autre. Néanmoins, on sait très bien qu'on avait ce cadre horaire assez strict avec la pause déjeuner du milieu, le restaurant d'entreprise ou le restaurant extérieur. C'est extrêmement structuré. Et les espaces de travail, là aussi, des espaces relativement structurés, puisqu'en fait, rares sont les entreprises qui sont passées au lien entre espace et usage. On était quand même le bureau individuel, éventuellement l'open space pour certaines activités, mais tout ça reste encore très codifié, très cadré. Et finalement, nos accords, c'est-à-dire vraiment notre législation sociale RH par rapport à tout ça, colle exactement à ça. Donc, on a des accords temps de travail, on a des accords dérogatoires et éventuellement pour certaines situations. On fixe le lieu de travail, on fixe les horaires, on fixe toujours le cadre. Et ce cadre-là, alors évidemment, pendant l'année 2020, on a tous vécu des partenaires sociaux qui avaient un peu du mal à trouver leur place parce qu'il y avait une urgence absolue qui était celle de soit remettre au travail, soit la continuité d'activité. Donc, c'était assez malvenu d'être conflictuel pour les partenaires sociaux sur ces sujets-là. Mais néanmoins, je pense que ça va être nos sujets à venir dans les relations sociales et dans le dialogue social au sein des entreprises, puisque, finalement, à quoi laisse place ce cadre qui s'est fissuré. Cet entre-deux qu'on a vécu 2020 et milieu 2021, pour le moment, il a laissé place à des rythmes, des horaires beaucoup plus individualisés, des espaces qu'on a parfois entrevus avec des surprises, des chats, des enfants, des conjoints qui passaient derrière, des bruits qui survenaient, des interrogations sur le Wi-Fi qui avait coupé. Enfin bon, on a tous vécu ça avec souvent beaucoup d'humour, et ça a donné aussi énormément d'humain finalement à nos relations professionnelles. Mais si on revient sur le côté social, ça pose quand même question sur
sur ce cadre? Est-ce qu'on va y retourner? Est-ce qu'on va le reposer? Ou est-ce qu'au contraire, on va laisser ce système beaucoup plus individualisé? Et quel va être en fait le parti pris du dialogue social par rapport à ces questions-là? Et Agnès, je crois que vous aviez Alors des effectivement, des éléments à nous apporter. En fait, ça a été un constat qu'on a fait au moment de la période en fait, de premier confinement, de se dire finalement quand ça nous est un peu arrivé de manière totalement inattendue, chacun essayait de trouver un rythme, une organisation, etc. Mais on s'est rendu compte qu'au travers en fait, de ce côté très individuel, parce que chacun a dû s'organiser, il était important de redonner aussi un peu un rythme et un cadre. Et c'est vrai qu'on a eu une grande attention à dire aux gens en fait de garder finalement des rituels. Alors je sais qu'on l'évoque un peu plus tard, etc. Mais au travers de ce rituel, ça a été en fait un peu de redonner un cadre, parce que finalement c'était un cadre personnel que les gens ont créé de par la présence des enfants à la maison, de par beaucoup de choses. Mais finalement, nous on s'est dit qu'assez rapidement, on avait besoin de maintenir finalement les réunions d'équipe, de maintenir des réunions même plus larges avec des open talks, etc. Pour que finalement on arrive à recréer un cadre qui aide aussi les collaborateurs à reprendre des repères dans cette période-là. Parce que notre crainte était un peu de se dire, finalement, si on n'a plus du tout ce cadre, alors qui était plus physique, mais quand même qu'on pouvait réussir à reprendre en distanciel, on risquait aussi de perdre un peu les collaborateurs au milieu de cette organisation assez complexe. Même si on devait respecter, et je suis totalement d'accord avec vous, un côté plus individuel, parce que on a tous eu des contraintes à gérer. Donc c'est cet équilibre qu'il a fallu qu'on trouve finalement pendant le premier confinement, et même là, dans cette période qu'on vit avec finalement encore beaucoup de télétravail, de se dire voilà, comment est-ce qu'on arrive en fait à concilier l'ensemble de cette dynamique. Alors, si on passe sur la page suivante, alors évidemment, les entreprises ont essayé de restructurer ce cadre. On parlait des accords collectifs, donc pour certains, c'était une opportunité très forte. On était juste prêts, chouette, on met le point final à notre accord et on signe. D'autres se sont tournés vers des modalités plus souples et peut-être plus opérationnelles avec des chartes de télétravail. D'autres ont rédigé simplement ou aménagé des règlements intérieurs. Mais de toute façon, on a constaté qu'il y avait ce besoin d'encadrer les rythmes de chacun. Et pour une raison qui me semble très importante, dont on va également aussi parler ensuite, c'est l'enjeu de qualité de vie au travail. Donc, qualité de vie au travail, effectivement, et puis qualité de vie en télétravail. Donc, cette qualité de vie en télétravail, l'enjeu était comment la garantir. Donc, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette période-là, c'est que ces cadres qui ont été posés n'ont pas été là, contrairement à ce qu'on pouvait poser auparavant, pour être contrôlants, pour être voilà, dans le contrôle de ce que le salarié, de ce que le collaborateur fait, mais ont plutôt été des cadres pour garantir la santé, la sécurité, le confort des collaborateurs, y compris quand ils ne se trouvent pas dans le lieu de travail. Et ça, il me semble que c'est une évolution qui est extrêmement positive, et j'espère que effectivement les partenaires sociaux vont rattraper aussi ces thématiques-là, parce que ça leur donne vraiment du poids, du coup, dans la représentation qu'ils ont des salariés. Je suis, pardon. Pardon, j'allais dire même, je pense que le cadre, il se voulait être sécurisant. En fait, c'était un point hyper important, c'est que finalement, et c'est ce qu'évoquait Antonio en introduction que vous soulignez, c'est qu'on a eu beaucoup de collaborateurs qui ont vécu un peu aussi une phase d'isolement, et du coup, par ce cadre-là, c'était aussi un moyen de les rassurer. En fait, il y avait un côté pas contraignant, et là où je vous rejoins complètement, ça encadré, mais avec une volonté finalement plus de sécurité, d'accompagnement finalement des collaborateurs dans une période qui était effectivement très complexe finalement pour tout le monde. Et peut-être juste par rapport à ce que vous disiez, je rebondis en même temps aussi, Fabienne. Nous, effectivement, on avait un accord qui était assez standard avant la période en fait de confinement, avec un jour de télétravail par semaine qu'on trouvait assez classiquement. Et je trouve que cette période a effectivement amené des discussions beaucoup plus intenses autour de quel rythme en fait de télétravail. Et je pense que pour beaucoup d'entreprises, ça a été un peu de se dire voilà, est-ce qu'on part sur 2 jours, est-ce qu'on part sur 3 jours, parce qu'on se rend compte que finalement le choix du nombre de jours est aussi quelque chose qui finalement impacte le lien social qu'on peut avoir. Et dans toutes les études qu'on lit, finalement, les gens se disent, voilà, est-ce qu'on met un curseur à 2, 3 jours ou plus? Nous, c'est vrai que le choix qu'on a fait, et c'est un accord qui a été finalement signé, qui n'est pas encore entré en vigueur, parce que vu le contexte qu'on vit, ça n'avait pas encore de sens, finalement, de plutôt 2 jours de télétravail par semaine, avec la possibilité, quand on le souhaite, de passer à 3 jours, et dans ce cas, on a un capital de 8 jours par mois, parce que l'idée, voilà, était de se dire, il faut qu'on accompagne cette évolution, et effectivement, en tant qu'entreprise, on ne peut pas rester finalement sans réagir face aux attentes des collaborateurs. Et là, je pense qu'il y a un véritable
démarche de co-construction finalement avec les partenaires sociaux, de se dire comment finalement nos accords pouvaient évoluer pour vraiment répondre et attendre en fait aux besoins des collaborateurs, d'avoir cet équilibre finalement vie pro, vie perso et aussi organisation en fait de leur rythme de travail. Si je suis un petit peu ce que vous disiez, c'est aussi, avec une nouvelle définition pour chacun, c'est-à-dire et l'employeur et le collaborateur, de ce qu'est le télétravail. Peut-être qu'on l'imaginait d'une certaine manière, vous le disiez tout à l'heure, c'était juste de temps en temps, je le demandais parce que ça me permettait de m'adapter à une contrainte. Aujourd'hui, ça fait partie d'une vraie organisation et pas, sur la base d'une contrainte. Absolument. Et je pense que d'ailleurs, maintenant, le télétravail, ce qui est intéressant, là, on est en train de, nous, plutôt dans une phase de réflexion par rapport justement à ça, c'est de définir finalement ce que les collaborateurs souhaitent faire dans le cadre en fait de leur télétravail à leur domicile et finalement quand ils reviennent au sein du bâtiment. Parce que ce qui est assez riche d'enseignement, c'est que finalement les gens se disent, bah, quand j'ai un cadre finalement à mon domicile en télétravail, il y a des activités qui peuvent plus aisément être réalisées. Par exemple, je suis pas en open space, mais je suis dans une zone finalement de calme, bah, je fais de la saisie, de la réflexion un peu individuelle. En revanche, quand je reviens sur le bâtiment, bah, finalement, c'est pour avoir des réunions où je vais avoir des moments de partage, de co-construction, je vais avoir des projets, du brainstorming, etc. Donc, c'est assez riche, effectivement, de voir comment naturellement les gens, en fait, répartissent ce qu'ils veulent faire, en fait, en télétravail et ce qu'ils souhaitent aussi, bah, finalement, mener comme activité quand ils reviennent sur le bâtiment. Donc, là où je vous rejoins, c'est que c'est plus construit, plus réfléchi, plus structuré finalement que ce qu'on vivait avant avec de temps en temps, je prends un jour de télétravail. Alors il y a moins d'humains, Fabienne? C'est choquant. Alors, moins d'humains, voilà, ou plus de virtuel, il y a un point d'interrogation. Pour une petite synthèse, si tu veux, on peut passer à celle d'après. Voilà, c'était une question parce que ce que dit Agnès est très juste. Les gens se disent, mais pourquoi je reviendrai au bureau si c'est pour être devant mon ordinateur à faire des Teams? Effectivement. Donc, c'est cette question, voilà. Mais on a vu en introduction, je ne l'avais pas noté, mais le chiffre de hausse de la productivité, alors c'est à prendre avec toutes les pincettes du monde, parce qu'évidemment, difficilement mesurable, hein, surtout dans la période où il y a quand même eu encore beaucoup d'activités partielles. Mais c'est vrai que ces questions-là se posent aussi. Donc, il y a du plus, il y a du moins. On a fait pencher la balance plutôt du côté plus, parce qu'on s'est dit qu'effectivement, avec la régulation, finalement, télétravail finalement est un outil, donc ça dépend évidemment ce qu'on en fait, comme tout outil. Et voilà, en synthèse, c'est vrai que il y a un meilleur équilibre de vie pour certains, parfois plus de productivité. Certains ont essayé de chiffrer aussi des baisses d'absentéisme, hein, pour l'histoire notamment du plombier. Voilà, finalement, je vais travailler. Des gains de temps, des transports, notamment en région parisienne, c'est une évidence. Un peu de flexibilité dans mon aménagement, des baisses de coûts. Alors, je pense que là, on va, surtout en Île-de-France aussi, au niveau immobilier, on va voir les contre-coups assez rapidement. Et puis, dans les moins quand même, ces questions d'interaction sociale, ces questions de communication. Alors, c'est vrai que ça a été un sujet, notamment pour les managers, on va l'aborder juste après, mais d'avoir des équipes aussi hybrides, parce que finalement, on va avoir des gens en télétravail, on a des gens en télétravail et des gens en présentiel, comme on dit. Le déséquilibre de vie personnelle, vie professionnelle, qui peut exister et qui, au niveau individuel, peut avoir des impacts assez forts. Également, Agnès l'a pas dit, là, je crois, mais le manque d'appréciation de signaux faibles, hein, que l'on voit par rapport, voilà, à la santé. Vous le signaliez quand on préparait ce webinaire. C'est vrai qu'on croise quelqu'un qui n'a pas l'air d'être très en forme. Bon, facilement, on peut engager la conversation. À travers le Zoom, bon, alors c'est un petit peu plus difficile. Typiquement, ce que vous disiez, enfin, quand on a évoqué un peu ce sujet-là, on s'est rendu compte aussi, ce qui est compliqué finalement dans le Teams, c'est que naturellement, parfois les gens n'allument pas les caméras. Alors ça paraît anecdotique, mais finalement, au début, on voyait les gens qui disaient, ah oui, mais j'ai pas fait. Alors c'était amusant, c'était un peu comme vous l'évoquiez, le chat qui passait devant, c'était j'ai pas fait mon brushing, je suis pas bien coiffée, etc. Et finalement, de tout ça, on s'est quand même rendu compte en discutant avec des managers que les gens, en n'allumant pas leur caméra, ne créaient pas nécessairement la dynamique d'échange. Alors on discutait, mais on ne voyait pas. Et finalement, on a des signaux faibles quand on voit la réaction des gens dans le body language, etc. Et pour les managers, ça a été compliqué, effectivement, de bien identifier finalement
on va dire, la bonne santé de leurs équipes. Parce que il y avait des gens qui étaient seuls, par exemple, dans un appartement, qui avaient moins d'interaction. Donc, pour les managers, ça a été un vrai challenge. Alors, bien sûr, nous, au niveau RH, ça a été aussi d'être peut-être encore plus présent dans les réunions d'équipe, des choses comme ça, pour encore plus créer le lien qu'on a de manière généralement assez informelle quand on est sur un bâtiment, parce qu'on se croise aux ascenseurs, au café, on échange quelques mots et on voit comment vont les équipes, comment vont les collaborateurs et tout. Ça a été vraiment un manque pour les collaborateurs et pour les managers. Et l'autre point, en fait, nous, qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est que les gens nous disaient que peut-être dans les mois, ils n'avaient plus ce sas de décompression. Alors, finalement, on a toujours évoqué un peu le rituel boulot, métro, dodo, alors de manière un peu négative pendant très longtemps, parce que en tant que beaucoup de Parisiens, on disait, bon, on enchaîne, on prend le métro et tout. Mais finalement, quand on discutait avec nos équipes, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils nous disaient finalement, le métro, alors comme quoi on voit toujours le bon côté finalement quand on ne l'a plus, généralement, je me posais, je prenais mon livre. Le métro nous manque. Exactement, étonnant, mais oui. Je ne sais pas si on peut l'affirmer comme ça. Alors, on peut dire la voiture, sinon, Antonio, mais on va rentrer dans les embouteillages. Non, mais du coup, étonnamment, les gens me disaient, même si ça avait des côtés pesants, ça leur permettait quand même d'avoir ce petit sas de décompression, de se dire, je finis ma journée, je ferme mon ordinateur et je rentre chez moi, mais j'ai quand même un moment où voilà, j'ai un petit sas de respiration. Et là, finalement, ça a été un de nos gros points pour les équipes, nous dire, en réalité, et on l'a tous vécu, je pense, je ferme, j'ai fini ma réunion et c'est quasiment l'heure où je m'occupe des enfants, du repas, etc. Donc ça a été un des points aussi sur lesquels on a essayé d'être extrêmement vigilants pour que les gens aient quand même moins, entre guillemets, encore ce déséquilibre vie pro, vie perso. Et en plus, qu'on vivait, nous, dans beaucoup de témoignages de nos équipes, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement un espace de travail spécifique dédié en fait dans les appartements. Donc les gens se retrouvaient à travailler, et on l'a tous vécu, dans la cuisine, dans le salon. Donc c'était assez difficile d'avoir finalement une bonne organisation pour vraiment aussi gérer cette sphère en fait privée et cette sphère professionnelle. Je voudrais juste rajouter un point dans les moins, excuse-moi juste Antonio, mais dans les moins qui me semblent très importants, surtout que j'imagine qu'il y a des RH qui nous écoutent, c'est le sujet de la santé, qui me semble vraiment important et qui là aussi va être un enjeu dans les modalités de la mise en place du télétravail, travail à distance dans les prochains mois et années. Parce que, pour rebondir sur ce que vous disiez Agnès, effectivement, on s'est tous rendu compte qu'on restait beaucoup plus assis. On n'a pas les trajets, on n'a pas le changement de la salle de réunion, etc. Et alors, j'avais un médecin qui me disait, moi, je me suis installé un vélo, donc je pédale. Alors, on n'a pas tous, je crois, cette installation-là. Je pédale pendant que je fais mes Teams et mes Zooms, et il dit, il faut absolument pédaler. Alors, c'est un cardiologue réputé en plus, donc il disait, c'est absolument important d'investir là-dedans. Bon, voilà, on n'a pas tous cette possibilité. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Donc, voilà, installer le vélo. Mais au-delà de ça, il y a la santé physique. Et pareil, je parlais, alors cette fois, ce n'était pas un cardiologue, mais une psychiatre. Je lui dis, écoute, tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce qu'on est plus fatigué quand on enchaîne les visios? Quand même, c'est bizarre, on n'a pas les temps de trajet, on n'a pas les déplacements et on est plus fatigué après une journée de visio. Elle m'a dit, mais c'est évident, ça nous demande beaucoup plus d'efforts pour nous concentrer. Je dis, comment ça Elle me dit, si, regarde, moi je te regarde, je te vois, j'interagis avec toi, je n'ai pas de problème pour me concentrer puisque tu es là, ta présence est là et donc je suis concentrée sur toi. L'écran, je suis sans arrêt obligée de me reconcentrer parce que j'ai toutes les distractions autour et il n'y a pas la présence charnelle physique de la personne pour attirer notre attention. Ah, je me suis dit, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que et donc c'est normal. Voilà, c'est normal. On est fatigué. Mais je pense que cette question de la santé, il faut qu'elle rentre en ligne de compte dans nos débats. Et là encore, si je veux remettre les partenaires sociaux dans la boucle, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'emparent aussi de ce sujet-là, puisque c'est une prérogative aujourd'hui de l'entreprise. Alors, pour finir sur ce point, pardon. J'avais bien fermé une tête. Alors, et totalement en phase avec, bien évidemment, les deux points que vous avez soulignés. Peut-être juste pour compléter et un peu illustrer, peut-être nous, d'un point de vue opérationnel, comment on l'a un peu géré. Alors, tout ce qui est, en fait, visio, c'est très intéressant parce qu'on avait la discussion justement avec nos équipes learning, formation, en fait, par rapport à ça. Et on se rendait compte, notamment, sur toutes les sessions ou réunions ou formations, que le niveau de concentration des gens, en fait, était beaucoup plus faible. Parce que effectivement, on l'a tous vécu, on a les caméras, on voit les gens qui regardent les textos qui tombent, on est happé par finalement toutes les sollicitations qu'on a avec les Teams, les mails, etc. Et finalement, quand on est en salle de réunion, on est tous concentrés, on ose moins se permettre de dire tiens, je regarde mes mails, je fais autre chose en même temps. Et du coup, ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup pour se dire comment on peut aider finalement à être moins pollué
par justement toutes les sollicitations qu'on peut avoir de droite et de gauche. Et puis surtout, on se dit, on a toujours plein d'idées dans la tête en disant, tiens, j'ai tel sujet à traiter, je le fais en même temps. Donc ça a été un vrai, entre guillemets, pour nous, un peu signal d'alerte, de se dire comment on arrivait à travailler ce point. Et ce que vous disiez sur le sport, c'est extrêmement juste et vrai. Du coup, on a essayé, par rapport à ça, d'accompagner les équipes pour, entre guillemets, comment je pourrais vous proposer ça, pas structurer, mais finalement proposer des choses, parce que les salles de sport étaient fermées, on n'est pas tous footing, donc on va pas tous dans le bois faire 1 heure de sport. Donc par exemple, on a mis en place des petites sessions de yoga, en fait le lundi et le vendredi, que alors les gens font caméra allumée, caméra éteinte, là c'est au choix, on a tout le droit de le faire comme on le veut. Du coup voilà, c'est 30 minutes, mais ça permet aux équipes en plus d'avoir un moment de convivialité, parce que c'est plutôt sympa de se retrouver dans ce contexte-là. Et puis bon, ça permet de prendre soin de soi. Et pareil, on avait pas mal échangé avec une personne qui a beaucoup réfléchi sur comment on pouvait, même en étant finalement en posture plus statique, continuer à être un peu actif. Et notamment, on a pris l'initiative d'un coussin qui s'appelle le WAF. Alors, dit comme ça, tout le monde s'est demandé un peu ce que c'était. C'est un petit coussin ergonomique et en fait, qui vous oblige à être toujours en mouvement permanent, etc. Et du coup, qui sert aussi à faire du sport à côté. Donc, vous l'utilisez, vous le gonflez un peu plus, etc. Donc, en fait, je pense que chacun, à son niveau, donc chaque entreprise a essayé d'être un peu créative pour se dire, finalement, comment j'accompagne entre guillemets le collaborateur par rapport à ce besoin-là de santé morale, parce que effectivement, nous on a énormément travaillé avec notre médecin du travail, avec toutes les cellules de soutien psychologique pour se dire si les gens avaient besoin, qu'ils puissent trouver en fait un sas d'échange, de discussion indépendamment de leur manager et de leur RH. Donc ça, on a été extrêmement vigilant à cet aspect-là. Et accompagner en fait finalement cette santé mentale, il nous a paru important d'avoir la santé physique parce qu'on a besoin d'être en forme aussi pour avoir tous les matins la dynamique de se connecter, de passer la journée de travail. Et donc voilà, on a eu beaucoup, là on a intégré ça dans un programme qu'on a appelé ça un programme CARE, où on avait tout ce qui était du coup santé, qualité de vie au travail et en télétravail, et puis convivialité. Donc pour nous, ça a été extrêmement important finalement d'être présent pour nos équipes sur tous ces points-là. Alors, Salomé, toujours pas de réaction ou de question? Pas de réaction ou de question, Antonin. Merci. Alors, ça fait le lien avec le sujet suivant, effectivement. Oui, le yoga. Voilà, le yoga, bien sûr. Dans l'écoute du terrain, moi, dans ce que vous dites, Agnès, ce que je trouve extrêmement intéressant, et ce que L'Oréal a fait, mais je pense aussi beaucoup d'autres, c'est que cette adaptation, elle s'est faite par l'écoute du terrain, et ce que j'ai appelé la fin des grands principes. On doit être là à telle heure, on doit faire ceci, on doit faire cela. Bon, on, c'est personne. Et donc, la fin de ces grands principes pour l'écoute des besoins individuels, et également le fait que l'individu puisse prendre ou ne pas prendre ce qui est proposé par l'entreprise. Donc, voilà, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses par rapport à Alors cela. peut-être juste sur l'écoute du terrain, enfin voilà, vous me dites après, Fabienne, si Allez-y. je vais aller plus vite, pardon, mais j'allais dire ce qui nous a paru hyper important aussi, c'est de sonder les gens, et complètement par rapport à ce que vous évoquiez pour du coup avoir des propositions adaptées. Alors après, que les gens prennent ou ne prennent pas, parce que ça reste des propositions, mais finalement on a alors notre enquête classique dite Pulse, qu'on fait tous les ans pour justement avoir la capacité de finalement jauger comment vont nos équipes sur différents items, et en parallèle, typiquement on avait fait le choix d'avoir des petits questionnaires un peu micro-trottoirs pour finalement aussi mieux avoir un peu le pouls de nos équipes, se dire sur tel ou tel sujet, comment est-ce qu'ils l'ont vécu, quelles sont nos attentes, etc. C'est quelque chose qu'on faisait moins fréquemment, des petits questionnaires comme ça. Alors après, c'est sous format Forms, donc pas des choses, plutôt, en tout cas, le fond est hyper important. Pour nous, le but, c'est d'être agile et d'avoir finalement une capacité de réaction. Donc, c'était des formats de questionnaires assez simples, mais ça nous a énormément aidé à garder le lien, en fait, avec toutes nos équipes et à vraiment bien sentir là où les équipes avaient encore plus besoin de nous et de finalement propositions de notre part et d'accompagnement. Et ça, c'est le point que vous dites et qui est très juste, c'est que finalement, il n'y avait pas cette volonté, ce qu'on évoquait, d'un cadre enfermant, mais plutôt au contraire de propositions qui donnaient le choix aux collaborateurs de se dire j'ai besoin, en fait, de picorer un peu ce qu'ils avaient envie. C'est-à-dire, typiquement, moi, j'aime bien le yoga, je fais le yoga. Il y a le vendredi, on a des rendez-vous LC de cuisine. Vous avez cuisine aussi, oui. Exactement, le vendredi, voilà, on a une fois par mois, on a un rendez-vous LC. Voilà, il y a des équipes qui disent tiens, moi je suis plus cours de cuisine, d'autres je suis plus yoga. Voilà. L'idée, c'était surtout de se dire, il y en a un peu pour que chacun puisse retrouver vraiment le bien-être. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que je pense que dans cette période-là, pour nous, en tout cas, ça a été vraiment une de nos volontés, c'est d'être présent pour nos équipes sur cette dynamique de bien-être, de convivialité, parce que voilà, l'individu avait besoin en fait qu'on le soutienne dans cette phase-là. Alors voilà, les rites.
finalement, qui ont été instaurées. Mais je me rends compte qu'on parle depuis 40 minutes presque et qu'on n'a toujours pas finalement défini ce qu'est le télétravail. Alors, Antonio, si tu veux nous révéler. Voilà. Alors, j'ai repris cette citation de Laurent Mailleux, hein, donc le ponte, Monsieur Télétravail de la CFDT, qui nous dit que pour pouvoir faire du télétravail, il faut avoir le goût de la solitude, l'aptitude à l'autonomie, mais également des missions professionnelles comme des conditions personnelles totalement compatibles avec le travail à distance. Alors, je voulais remettre cette définition, alors une définition un peu en creux, mais parce que ça me semble assez intéressant. Ça s'est tous imposé à nous, comme on le disait depuis un an, mais je pense qu'il nous donne des bonnes pistes, en fait, pour que ce soit un télétravail voilà, concluant, positif et performant pour l'individu comme pour l'organisation pour la suite, quoi. Pardon, j'allais me Oui, je crois permettre. qu'Agnès voulait intervenir. Voilà, excusez-moi. J'allais dire effectivement, et c'est ce qu'on échangeait quand on préparait un peu ça, il y a effectivement je pense, beaucoup d'équipes qui ont gagné en autonomie. Et le point important, et j'ai trouvé que c'était extrêmement riche quand on en a discuté, c'est le fait de se dire que toutes les entreprises finalement ont remis à plat leur réflexion sur le télétravail, dans le sens où on avait une vision au préalable de se dire finalement énormément de tâches ne sont pas télétravaillables. Et ce qu'on a trouvé en fait apprenant, en tout cas pour nous, c'est de se dire quand on a vécu le premier confinement, tout le monde en fait est parti en télétravail. Alors après, je mettrai, et je me permets de côté tout ce qui est en fait les métiers qui sont typiquement dans nos centrales de distribution, parce que c'est des métiers physiques, donc on peut pas les télétravailler, c'est préparer typiquement les commandes et tout, ou même les métiers dits de la route avec ce qui est finalement le métier des représentants, où là, il faut être en lien avec les clients. Mais par exemple, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que même sur ces métiers-là, on a réussi à créer, entre guillemets, du distanciel. Les représentants appelaient leurs clients, finalement, travailler un peu les commandes, les réassorts, etc., en distanciel, ce qui était quand même déjà aussi assez innovant. Et même sur les métiers du siège, typiquement, moi que j'accompagne, et je citais en introduction, on a les équipes des achats, les équipes de la compta, etc., pour le coup, des métiers qui sont moins naturellement, en fait, entre guillemets, en distanciel, le sont devenus. Alors après, ça a supposé pas mal de créativité pour se dire comment on gère certains aspects un peu matériels, les factures et des choses comme ça. Mais finalement, on se rend compte qu'on a tous été capables de trouver des solutions finalement pour télétravailler des tâches, et ce qui ouvre encore plus le champ du possible par rapport au télétravail. Et par rapport à cette définition, du coup, on voit l'importance en fait des rites qui sont instaurés. Et bien évidemment, ça va être le manager en premier lieu, encore lui, qui va coordonner tout ça, qui va faire en sorte que cette compatibilité entre des éléments de personnalité, des qualités professionnelles et des tâches, des missions à accomplir, que tout ça, finalement, ça puisse aller dans le même sens, ce soit compatible pour que ces nouveaux modes de collaboration qui entre nous ne coule pas de source, hein, bien évidemment. On n'est pas spontanément et naturellement manager à distance, puisse se mettre en place. Donc, là aussi, on est dans la partie définition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un rite, hein, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement important parce que c'est un moment d'animation clé de l'équipe, hein. C'est ce qui va lui permettre de poser donc, le cadre, j'aurais dû dire même son cadre, d'organiser ses actions, de piloter l'activité, de se sentir appartenir à ce collectif et puis, bien entendu, de pouvoir aussi apporter de la convivialité et de reconnaître l'importance des étapes qui sont franchies. Donc, on est dans l'histoire, on est dans le storytelling en fait de l'équipe, et c'est justement en mettant des rites, avec un certain rythme, que l'on va pouvoir raconter cette histoire pour nous-mêmes, bien sûr, en tant qu'équipe, en tant que collectif, mais aussi pour les autres avec lesquels on interagit, et donc les autres équipes ou services connexes, par exemple. Et donc, Oui. on vous a proposé la petite checklist du manager. Pardon, Agnès, je vous ai coupé la parole. Non, désolée, Fabien. Je voulais juste dire, par rapport à ce que vous disiez au niveau des rites, c'est vrai que ça a été, en tout cas pour nous, un élément fort pour justement ne pas, entre guillemets, vivre, et ce qu'évoquait Antonio, de décrochage finalement au niveau de nos équipes. Et c'est là où le manager a eu un rôle important pour maintenir, entre guillemets, finalement tous les rituels qu'ils avaient, qui étaient par exemple la question des cafés, la question des réunions d'équipe. Pour ça, c'était extrêmement important de le faire. Et puis en parallèle, nous, ce qui nous a paru clé, c'est de se dire de passer en fait le stade d'au-dessus, c'est-à-dire qu'au-delà en fait de l'aspect finalement équipe, au sens un peu de noyau qu'on avait de 10-15 personnes, on s'est dit qu'il fallait qu'on
qu'on aille plus loin. Donc, on a créé aussi des moments finalement de regroupement, d'échange et tout au niveau des structures, plus de division avec des open talk, avec finalement des moments de convivialité. Et je pense que c'est ce qui permet effectivement de garder cette dynamique en fait finalement un peu collective au niveau équipe et plus largement au niveau de nos structures. Voilà, donc notre super manager à distance, il s'appelle Tom. Et il s'est fait sa petite checklist parce que finalement, il s'est rendu compte qu'il avait 2 rôles fondamentaux avec cette crise sanitaire. Il a le rôle d'animateur, donc il faut qu'il ait une bonne com, il faut qu'il ait les bons outils. Il s'est rendu compte que quand il utilisait WhatsApp pour organiser une réunion d'équipe, c'était pas forcément le plus performant, que c'était peut-être plutôt une invitation Teams. Mais en revanche, il s'est rendu compte que quand il voulait envoyer un petit message d'encouragement à un de ses collaborateurs, un SMS, ça pouvait fonctionner. Donc voilà, il a appris à animer en fait avec les différents outils en fonction de ce qu'il avait à dire, en fonction de chaque situation. Il a appris, comme le disait Agnès, à faire des petits cafés virtuels ou éventuellement un petit apéro virtuel. Mais il est aussi celui qui continue à organiser le travail, à la fois sur des aspects logistiques. C'est tout bête, mais ça va être aussi, et c'est le rôle du manager, de savoir que la connexion Internet fonctionne bien, que ses équipes sont formées à l'utilisation des outils, des différentes fonctionnalités, des post-it virtuels, des réunions virtuelles, des salles, etc. Et puis, il va aussi faire finalement respecter tout ce qui est équité, tout ce qui est à nouveau santé, déconnexion. Et il va, lui, essayer d'être garant de ce cadre qu'il a décidé pour l'équipe. Donc voilà, c'est sa petite checklist comme ça. Donc, comme je vois que le temps tourne, on va peut-être passer assez rapidement sur les 2 prochaines. J'ai un petit peu synthétisé tout ça, mais je crois que Talent Handicap redistribue ensuite les Oui, dès qu'on supports. nous demande absolument. On envoie les Voilà. supports pour les personnes qui nous le demanderont et on mettra aussi en contact avec Agnès ou avec Fabienne pour les personnes qui le souhaitent. Un point peut-être culturel important qui a beaucoup évolué par rapport à ces distances, évolué ou renforcé en préparant. On se disait aussi que finalement, cette période-là avait été un accélérateur ou un révélateur de choses qui étaient déjà peut-être comment dire, en petite graine dans les entreprises. Mais c'est vrai que avec le distanciel, ce qui a été notamment culture du feedback est de plus en plus important. Alors pour celles qui n'étaient pas encore tout à fait prêtes à ça, on a été confronté, le manager est confronté à cette culture du feedback. Je dis confronté parce que c'est pas toujours évident quand on n'a pas appris à le faire et quand on n'a pas été formé pour le faire. Donc ça, c'est un point assez important aussi, je pense, de changement culturel. Et puis Agnès, vous parliez de ce que vous aviez mis en place chez L'Oréal, de tout ce qui était un petit peu plus test and learn, je crois. Oui, et puis effectivement, ce que vous disiez, en réalité, le côté un peu de télétravail, ça a amené beaucoup d'agilité. Donc, on s'est tous rendu compte que il y a des moments, on était amenés à effectivement beaucoup plus tenter des choses. Le côté un peu entrepreneuriat de nos équipes, ça a été extrêmement important. Et là-dessus, les managers, finalement, ont eu beaucoup leur rôle à jouer, de donner encore plus d'autonomie et de liberté aux équipes. Et ce qui est intéressant dans la logique du feedback que vous partagiez, c'est que finalement, on se rend compte qu'on avait moins du coup la capacité du fait en réalité du distanciel en réunion de dire tiens par rapport à ça c'était super et tout. Donc on s'est rendu compte qu'on a été obligé de renforcer cette dynamique d'échange, de feedback et finalement d'accompagnement des équipes parce que on se voyait moins pour le faire en direct autour, c'est très l'oralien, mais autour d'un café de manière informelle entre 2 réunions. Donc ça a été extrêmement important effectivement pour le manager finalement de prendre toute cette part encore plus de développement de ses équipes et d'accompagnement de ses équipes dans cette période-là. Et en termes d'équité, ce qui est aussi parfois difficile ou ce qui va l'être avec le retour au travail, parce que ça c'est la suite dont tu parlais Antonio, c'est de ne pas faire la différence entre le salarié présent et le salarié à distance et non pas absent. Déjà dans les mots, il va falloir se trouver des codes aussi, parce qu'il est absent. Non, il n'est pas absent, il est Ou en encore en télétravail. RTT. Oui, voilà. Et là, de son rôle également de faire respecter cette équité-là. Mais pour les managers, en vrai, je pense que ça, c'est vrai que ça a été un énorme apprentissage parce qu'on voyait en fait avant le télétravail, les gens qui rentraient dans le bureau en disant ah aujourd'hui il n'est pas là. Alors la réaction était si, du coup il est en télétravail, tu peux lui écrire ah oui mais je vais pas le déranger.
Alors, moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec un manager en disant, en fait, tu le déranges pas, il est en télétravail, c'est juste qu'il n'est pas physiquement dans le bureau. Et on sent qu'effectivement, du coup, le télétravail qu'on a vécu l'année dernière nous a un peu plus amené à spontanément, même plus poser la question. Si on va envoyer un Teams, on va appeler et tout. Donc, je pense que ça va aider effectivement, ce que vous disiez, à avoir cette gestion équitable, de se dire que l'on soit physiquement présent dans le bâtiment ou physiquement chez soi, que ça ne change plus rien en fait dans le rapport. Et je pense que ça va être tout notre enjeu de ce côté hybride qu'on aura avec des réunions qui vont être mi-présentielles, mi-distancielles. Donc tout ça, ça a été effectivement, enfin pour les managers, je pense que c'est un des gros challenges qu'on a effectivement à accompagner maintenant. Alors justement, on peut peut-être aller directement, voilà, si tu veux passer encore justement sur les évolutions en fait et les nouvelles compétences. Alors on est peut-être un peu plus sur le manager, mais globalement ça va impacter tout le monde. Si tu peux encore avancer un petit peu, mais encore, je te dis. Voilà, c'est celle-ci. En fait, les principales évolutions, c'est vrai que là aussi, c'est un accélérateur, parce que je ne dis pas que certaines entreprises n'y étaient pas déjà, certaines évidemment y étaient, y avaient déjà mené cette réflexion-là, mais c'est vrai que les compétences managériales classiques qu'on attend, qui est le suivi du chiffre d'affaires, des indicateurs, de la rentabilité, une certaine exemplarité métier avec l'expertise, ça reste encore très présent. Il ne peut pas être manager, il n'est pas expert sur le sujet, ok. La prise de décision rapide, le manager, le chef, c'est celui qui tranche, celui qui contrôle le cadre, qui le fait respecter, une fameuse unité de temps, de lieu et d'espace. Eh bien, elles vont laisser place, évidemment, elles ont déjà laissé place à des qualités professionnelles, à des compétences managériales qui sont un petit peu différentes parce que, on l'a vu, c'est énormément des qualités de communication et aujourd'hui, depuis un an, le manager qui n'a pas communiqué ou qui ne sait pas communiquer est en difficulté lui-même. Donc, ça veut dire aussi que c'est un enjeu pour les RH de continuer à les développer dans ce sens-là. Le talent management des managers, des encadrants n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Probablement pas dans sa forme de formation top-down comme on a tous connu, mais plutôt justement sur développer et individualiser aussi le développement personnel. Des compétences évidemment qui vont avec, qui sont celles de l'empathie, d'être attentif aux signaux faibles. Et du coup, quand on n'est pas en présentiel, être attentif aux signaux faibles, ça veut dire être proactif pour aller les chercher, les identifier, parfois même les dénicher. Alors, moi, j'avais travaillé un petit peu là-dessus. Sur la caméra, effectivement, ça nous donne quand même des indices. Il reste du body language quand même à distance. Et ceux dont on voit le haut du crâne ou le bout de la queue du chat, ça nous dit quand même un petit peu quelque chose. Vous le rappeliez, Agnès, donc ça, c'est vraiment important. Et peut-être juste, pardon Fabienne. Je vous en prie. J'allais dire, typiquement, on a aussi, nous, par exemple, déployé tout un programme sur un peu la partie risques psychosociaux pour justement encore mieux équiper en fait les managers sur cette capacité à identifier, entre guillemets, les signaux faibles. Et peut-être simplement par rapport à ce que vous disiez sur les compétences, effectivement, on se rend compte que maintenant, à une époque, on était quand même beaucoup plus sur ce qu'on appelle un peu les compétences techniques, le socle dur finalement des métiers, etc. Et on voit que le curseur quand même évolue beaucoup plus vers ce qu'on appelle, alors c'est pas très beau en français, les compétences molles, en anglais les soft skills, qui est un peu plus effectivement glamour. Les fameuses. Les fameuses, voilà. Mais du coup, c'est vrai que dans cette dimension-là, on le voit, tout ce qui est effectivement communication, empathie, la capacité aussi finalement à plus être dans le micro-contrôle, le micro-management, mais être beaucoup plus en fait dans la dynamique d'accompagnement et de développement. Pour les managers, effectivement, c'est très attendu et on se rend compte que du coup, ça perle aussi sur l'ensemble de nos équipes où quand vous êtes en team, c'est que vous devez animer des réunions. Ça a été un vrai sujet aussi, de se dire on n'a plus la même interaction. Donc, ça a aussi amené à développer d'autres compétences et qu'on devra garder à l'avenir parce que si on est en hybride, on va effectivement être, dans certains cas, à animer des réunions en distanciel. Comment est-ce que finalement on lead en fait ces réunions, comment on structure sa communication, etc. pour être plus impactant, entre guillemets, et beaucoup plus pertinent parfois dans ses prises de parole. Du coup, je me pose une question, Fabienne, en lisant notamment cette slide, et contrairement au titre de tout à l'heure, j'ai l'impression, est-ce que plus de virtuel, ça a amené plus d'humain finalement? Parce que quand je regarde les deux colonnes, c'est ce que j'aurais tendance à en déduire comme ça de manière immédiate. Oui, c'est probable, et notamment par rapport au sujet d'expertise dont parlait Agnès à l'instant. Voilà, on a écrit la communication et l'agir du manager.
Communication, on ne peut pas se cacher derrière le technique, c'est vraiment purement de l'humain et purement des intentions que l'on a quand on transmet. Et je pense qu'effectivement, ça a fait, en tout cas, tout le monde l'a vécu, parce qu'on a été aussi pendant un an beaucoup plus proche probablement de partie intime de chacun d'entre nous. Et donc, probablement que ça a fait que chacun a développé ses compétences comportementales au lieu des molles. Je crois que Redouane veut intervenir. Prends le terme. Comportementales. Chacun est allé puiser un peu aussi en soi ce genre de ressources. On l'a vu, on l'a vécu. Moi, je trouve que c'est très chouette. Et en revanche, ceux qui n'ont pas réussi, parce que c'est aussi un petit exercice du cerveau, il faut les accompagner parce qu'ils ont été mis en difficulté effectivement par cette période. Complètement. Redouane, vous voulez intervenir? Oui, volontiers. En fait, c'est très intéressant. Moi, je me pose juste la question, est-ce qu'il faut opposer le virtuel, en fait, ou le travail à distance au travail au bureau? Pour moi, c'est plutôt complémentaire. C'est les deux se marient bien et ça apporte plus de flexibilité. Il faut juste encadrer pour qu'il n'y ait pas d'excès d'un côté ou de l'autre, qu'il y ait un équilibre. Et finalement, c'est surtout que ça apporte de la flexibilité, ça apporte, moi je le vois, parce qu'on est tous touchés par le télétravail. Donc ça apporte de l'autonomie côté collaborateur, ça apporte de la confiance aussi, parce que on l'a dit, ça responsabilise, donc ça c'est bien. Après, l'autre question que je me pose aussi, c'est est-ce que ça crée pas des inégalités entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas? Et ceux qui ne peuvent pas, est-ce qu'il y a une compensation qui est faite pour parce que ceux qui peuvent pas parce qu'ils doivent être présents physiquement, finalement, quand ils ont besoin d'être à la maison, comme vous l'avez dit Agnès, il y a rendez-vous avec un artisan, ça m'arrangerait que je sois là-bas, chez moi, et travailler à distance, mais finalement je peux pas le faire, alors que d'autres collègues, ils peuvent. C'est un peu la question que je me pose aussi. Alors, Fabienne, pardon, je vous en prie. Non, mais je pense que ça fait partie, en fait, ça se banalise et ça va se banaliser encore plus. Je pense que ça fait partie des conditions de l'emploi. Il y a des emplois où on doit apporter un vêtement de travail, soit parce qu'on a du public ou parce que pour des raisons de sécurité. Il y a des emplois où on doit avoir des horaires tels et tels. Et puis, il y a des emplois qui, effectivement, sont complètement présentiels et d'autres qui peuvent être télétravaillés. Je pense que si on ne veut pas rentrer justement dans ce clivage et cette notion d'égalité, d'inégalité, il faut simplement l'afficher comme les conditions de l'emploi, en fait, il me semble. Et du coup, ça favorise pas les métiers qui, par exemple, ça donne un avantage aux métiers sur lesquels on peut télétravailler, non? Après, c'est un avantage à titre personnel, pardon. Je pense que c'est, y a des métiers, effectivement, et là où je rejoins Fabienne, c'est intrinsèquement lié en fait aux tâches qu'on a au travers de notre travail. C'est-à-dire que typiquement, et on évoquait, nous, on a des métiers quand vous êtes dans de la distribution physique, que vous travaillez sur de la préparation typiquement de commandes qu'on appelle le picking et tout. En toute objectivité, je vois pas à un moment comment vous pouvez, en exerçant ce métier-là, vous dire je le fais de chez moi. Enfin, en toute franchise, même si on est tous très créatifs, ça, voilà. Et après, je pense que, en tout cas, nous, quand on en a discuté avec nos équipes à ce moment-là, les gens ne l'ont pas vécu comme je suis désavantagée par rapport à mon collègue. C'est juste que dans la réalité de mon métier, et là où je rejoins Fabienne, c'est la définition de mes missions, font qu'à un moment, en fait, je ne suis pas dans des tâches télétravaillables. Et peut-être juste par rapport à ce que vous disiez au début, en fait, je pense à aucun moment on a opposé effectivement le travail finalement présentiel et le travail entre guillemets distanciel. De toute façon, on avance vers une période où on sera sur de hybride, donc on aura de toute façon des équipes qui seront sur certaines journées, vous allez avoir un manager qui va avoir peut-être 50% de son équipe en présentiel et 50% de son équipe en distanciel. C'est juste là où il faut qu'on apprenne effectivement à gérer ce côté hybride dans l'animation des réunions, des équipes finalement et de notre quotidien. Mais il n'y a pas, je pense pas qu'on soit dans une logique effectivement d'opposition, c'est juste que la société a évolué, la manière de travailler a évolué et donc à un moment, il faut qu'on apprenne en fait à gérer de la meilleure manière possible cette situation et au contraire en tirer tout le profit qu'on peut en avoir, parce que je pense que ça peut être une source effectivement de bien-être pour les équipes, de performance, etc. et pas au détriment des gens qui ne pourront pas le faire.
Donc est-ce que le terme individualisation est le bon terme? Puisque finalement, c'est simplement l'espace, le lieu de travail qui devient un peu étendu, et non pas, je veux dire, les horaires restent les mêmes. C'est pas parce qu'on télétravaille qu'on va changer qu'on va travailler différemment au niveau des horaires, et donc le cadre reste le même. Et donc moi, je dirais, c'est juste une évolution et une flexibilité qui est apportée. C'est un peu une question que je me pose, hein, c'est tout simplement. Alors là, c'est vrai qu'on est sur on a parlé d'entreprises très classiques, mais il est vrai aussi que des entreprises sur le cadre temps ont été beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus agiles. Et on me dit, bah, ce qu'on disait précédemment, c'est une culture du livrable qui s'est mise en place. Donc, je pense que le changement, il est quand même un petit peu plus systémique que ça, quoi. C'est pas, si on a changé une chose, finalement, tout a un petit peu bougé, il me semble. Les comportements ont évolué, les règles, le cadre a bougé. Donc, ce qu'on voulait peut-être dire là avec Agnès ce matin, c'est que cette notion de lieu de travail, finalement, hein, télétravail ou travail sur le lieu de l'entreprise, avait fait bouger pour certaines choses de manière plus subtile, pour d'autres de manière plus radicale, mais finalement avait fait un petit peu bouger toutes les relations au travail. Et probablement même, mais ça c'est une question plus personnelle, son rapport individuel au travail, du fait d'avoir changé cette unité de temps, de lieu, d'espace. Et je pense juste peut-être par rapport en complément Fabienne, ce que vous disiez, le côté individualisation pour moi, il est aussi dans la manière dont on va. Alors, je mets de côté et je prends votre point des métiers qui ne seront pas télétravaillables de par la nature des missions, mais là, l'objectif est en plus de se focuser sur les gens qui pourront finalement gérer le télétravail dans leur quotidien. C'est de se dire, ce qui est intéressant, c'est l'individualisation qu'on a, de se dire, en fait, dans un peu quel cadre je veux exercer telle ou telle mission. Typiquement, nous, on a des équipes qui nous disent des journées où, ce qu'évoquait en fait Fabienne, j'ai que des réunions Teams, finalement, je préfère être chez moi parce que finalement, être en Teams ou être au bureau, être à mon domicile ou être au bureau, l'un dans l'autre, voilà, ça fait pas une grande différence. Mais à l'inverse, on va avoir des gens qui vont vous dire, moi, quand j'ai des projets à réfléchir, à mûrir, j'ai envie d'aller sur le bâtiment parce que j'ai envie de travailler avec les équipes. D'autres vont vous dire, j'ai envie d'être chez moi parce que j'ai besoin d'être finalement tout seul devant mon bureau, tous mes papiers étalés et finalement cogiter un peu presque comme un artiste par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi une capacité dans l'individualisation qui n'est pas nécessairement sur les horaires ou sur le cadre général, mais sur cette capacité à l'intérieur de ce cadre, finalement, de faire des choix qui correspondent plus à nos besoins et à la manière dont on a envie aussi de fonctionner par rapport à notre métier, à notre fonction. Et ma dernière question, vous pensez que maintenant, avec la crise actuelle qui nous a forcé à développer le télétravail, est-ce qu'après cette crise, on va revenir au fonctionnement d'avant, ou vous pensez que ça a beaucoup évolué? On se précipite dans la conclusion. Ah, d'accord. Je crois qu'il y avait une intervention. Il y a une Stéphanie qui levait la main, je crois. Pardon. Bonjour, Stéphanie Tricot du CEA. Dans vos analyses et dans ce que vous voyez, comment vous voyez le retour au niveau du rythme? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises ont plus tendance à dire on va sanctuariser une journée où toute l'équipe sera présente pour garder ce lien quand même en présentiel, ou on est plutôt vraiment sur de l'individualisation sans cadre fixe à gérer au fil de l'eau? Alors, ça, c'est un point très intéressant. Je me permets de répondre parce que je vois plusieurs types d'entreprises. En fait, le sujet, c'est le noyau, en fait, est celui de l'équipe maintenant. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, il est plus, encore une fois, on fait plus des règles pour tout le monde. Je ne veux voir qu'une tête et tout le monde fonce et s'engouffre sur la ligne 1 du métro sans réfléchir. Et c'est plutôt effectivement l'équipe qui va un peu plus s'auto-gérer finalement et qui va instituer ce rite-là. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Et pour telle équipe, va dire, moi, j'ai besoin d'une journée par semaine où on soit tous, ou tous les 15 jours, enfin, peu importe, mais ça va se passer comme ça. Et d'autres vont dire, pour certains métiers, je pense sur l'IT par exemple, parce que j'ai 2 exemples en tête comme ça chez certains de mes clients. Nous, on n'a pas besoin de se voir, les Teams, ça nous suffit. On le fait comme ça et puis on viendra quand on est obligé, quoi, quelque chose. Donc le noyau est pour moi celui de l'équipe.
Je vous rejoins complètement, Fabienne, là-dessus. Pour le coup, c'est vrai que ça a été une vraie question. Stéphanie, ce que vous disiez, de dire au moment où il y a eu les accords qui ont été négociés, on s'est dit, est-ce que finalement, la démarche va aller jusqu'à dire on impose, entre guillemets, effectivement, par exemple, le mardi, jeudi ou le lundi, vendredi. Et quelque part, la conclusion à date, c'est de se dire il y a une liberté qui est laissée dans le cadre, justement. Et je pense que ça se discutera beaucoup plus au sein des équipes par rapport aux besoins qu'ils auront en termes d'organisation et en termes de gestion. Mais d'ailleurs, votre sujet, Stéphanie, là, c'est juste, c'est que ça amène aussi à se dire, finalement, comment on va gérer les bâtiments. Parce que si ça se trouve, on va se retrouver, et on le voit d'ailleurs, la tendance, c'est, nous, quand on suit un peu la présence de nos équipes, globalement, et ça surprendra personne, mardi, mercredi, jeudi, c'est là où on a le plus gros taux de présence, et lundi et vendredi, c'est là où finalement les équipes viennent moins naturellement en fait sur le bâtiment. Donc ça veut dire, est-ce qu'on va se retrouver finalement avec des lundis, vendredis où les bâtiments vont être presque, vite j'exagère, mais finalement très peu occupés, des gros pics en fait de présentiel avec une prise d'assaut le mardi et le jeudi parce que tout le monde va venir au bureau. Voilà, ça va être en tout cas et je pense qu'on n'a pas, en tout cas nous concernant, on n'a pas encore la réponse absolue parce qu'on n'a pas encore vécu cette phase un peu hybride, mais dans un rythme plus classique qui n'est pas ce full-time télétravail avec une journée de présence autorisée sur un bâtiment, et de se dire maintenant on va être vraiment dans un rythme plus normal, plus normalisé, de se dire on a par exemple 2 jours de télétravail par semaine que les gens gèrent et après viennent sur le bâtiment. Ça, je pense que ça va être une des vraies questions en fait de cette reprise plus normale qu'on va avoir dans les mois à venir. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je propose à nos intervenantes de conclure? Salomé, comme je ne vois pas les questions. Non, il n'y en a pas entendu. Il n'y en a pas. Bon, très bien. Non. Alors du coup, on va passer, comme ça on va tenir nos 60 minutes. On va passer à la petite question de conclusion. Enfin, moi de mon côté, j'ai entendu, alors je ne vais pas tout résumer, mais j'ai entendu autonomie, hein, puisque de toute manière, tout le monde a été obligé de se poser la question, que ce soit l'entreprise, les managers et tous les collaborateurs. J'ai entendu aussi accélération par exemple de la mise en place d'outils, accélération sur certaines méthodes, hein, qui étaient peut-être des choses sur lesquelles les entreprises réfléchissaient et finalement tout ça a dû se précipiter et en même temps il y a eu beaucoup de réussite de mise en place de ces méthodes et de ces nouveaux outils. J'ai entendu plus d'humains avec ces notions d'empathie et d'adaptation, donc on est quand même plutôt vers l'individualisation, mais pas forcément exagéré non plus. Et puis il y a peut-être un mot pour finir qui va rester sans que ce soit une règle. Et effectivement, c'est pas d'opposer l'hybride, le virtuel au présentiel qui est finalement l'hybride. Et j'ai un autre petit point de conclusion, c'est que j'ai l'impression aussi qu'en 2019, le télétravail était soit soumis à en tout cas sous des préjugés ou avec un certain type d'analyse, et que finalement entre 2019 et 2021, celui-ci, il s'est accéléré, mais du coup, peut-être qu'il a repris une définition et un vrai fond est plutôt positif, comme vous le disiez toutes les deux tout à l'heure, ce qui va nous ouvrir une nouvelle ère et qui est demain finalement, puisque les conditions sanitaires sont en train de bouger. Donc je sais pas, parmi tout ça, le petit mot de conclusion, si vous voulez bien, et on va peut-être commencer par Agnès, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Alors, je vous rejoins complètement. Les notions fortes qu'on a gardées, c'est effectivement autonomie, peut-être en 3 mots, confiance et agilité. Pour résumer un peu finalement tout ce que finalement les points forts de cette période et ce qu'on en a tiré de très positif. Après, je pense que effectivement l'enjeu qu'on va avoir là dans les mois à venir, c'est comment capitaliser finalement sur ce qui a été nous ce qu'on a un peu appelé télé robuste et finalement adresser ce qui est un peu plus télé fragile pour mieux vivre cette période hybride où on va finalement de manière extrêmement complémentaire avoir effectivement du présentiel et du distanciel. Et typiquement, je pense que le gros enjeu, en tout cas d'un point de vue RH, pour nous, c'est de se dire comment on va accompagner en fait nos équipes dans cette nouvelle finalement vie un peu télétravaillable avec plus d'équations télétravail et présentiel, et surtout comment on va adapter un peu nos bâtiments, nos lieux de travail et puis finalement même tout ce qui est réunion, etc., pour bien en fait prendre en considération ces attentes en fait de nos équipes, tout en gardant en fait une dynamique à la fois collective et avoir un peu de la place de l'individu. Donc nous là, notre vrai gros sujet de réflexion, c'est voilà, new ways of working, comment on repense un peu nos bâtiments, comment on adapte nos bâtiments pour bien intégrer cette nouvelle donne qui est clé, je pense, pour effectivement les équipes dans un bon équilibre dans leur travail. Fabienne? Alors moi, si tu veux passer la dernière petite image, ça me permettra Pardon. de faire la conclusion. Juste la dernière image, si tu l'as, la dernière, voilà.
Simplement pour dire que moi, ce qui m'a plu et ce qui me plaît beaucoup dans la période qu'on est en train de vivre, c'est ça, c'est qu'on change de lunettes et on regarde les choses un petit peu autrement et je trouve que c'est particulièrement enrichissant dans des collectifs d'entreprises qui parfois, on a pu dire, voilà, c'est un peu des bulldozers, ils avancent, quoi qu'il arrive. Là, et d'ailleurs, parfois malheureusement pour les RH parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail depuis 1 an et et on le sait, c'était vraiment un métier, des missions qui ont été, largement éprouvées par cette crise donc j'en suis tout à fait consciente. Mais là, l'humain a été, incontournable, c'est un euphémisme de le dire comme ça, mais et moi, c'est ça qui m'intéressait parce que, je trouve qu'on avait l'impression qu'effectivement les machines des entreprises et toutes, quelles que soient les tailles, secteurs d'activité, étaient en route et avançaient coûte que coûte. Et puis, tiens, on a changé de lunettes, on a regardé, tout ce qu'on a abordé ensemble ce matin, différemment, avec un œil nouveau et avec aussi, moi, j'ai trouvé quand même beaucoup d'innovation. Alors, on a dit des choses, aujourd'hui pour certaines un petit peu banales. On a juste fait aussi nos retours d'expérience sur la manière dont on a vécu les choses, mais il me semble que ça a remis, effectivement l'humain à une place assez importante et j'aime bien ce changement de lunettes. Parfait, Voilà. j'avais coupé mon micro. Parfait. Merci beaucoup à toutes les 2. Merci Agnès d'avoir pris le temps de Merci. préparer et de venir témoigner parce que encore une fois, pour nous, ça nous semble vraiment très important. Évidemment, on a un sujet avec des éléments et Fabienne a suffisamment de connaissances de ces sujets-là avec une analyse, qui peut reprendre en fait tout un tas de cas différents, hein, des entreprises. Mais c'est toujours bien de s'appuyer, sur un témoin et Très qui vient nous intéressant. parler, directement. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis d'avoir, d'être rentré dans le positivisme de Fabienne, qui est toujours, qui fait toujours du bien. C'était agréable et facile à faire, donc avec grand plaisir et merci pour l'invitation. C'était vraiment, très intéressant de le préparer et en tout cas, voilà, de participer ce matin, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Fabienne d'avoir préparé tout ça Je et vous en encore prie. une fois, Ravie. admiratif de cette expertise et de cette qualité, de travail, hein Après, et que tu veuilles bien le partager. c'est Voilà. les entreprises qui font, hein. On a dit c'est la communication, l'agir du manager, donc voilà. Donc C'est un tout, c'est merci un tout. Merci beaucoup. Bonne Très journée et intéressant. à puis tous. je vais proposer aux gens, hein, vraiment si vous, aux participants, si vous souhaitez la présentation, on va aussi faire une petite synthèse, et puis vous aurez le replay donc pas de souci. Si vous avez des questions par rapport à que vous voulez qu'on adresse aux intervenantes, voilà, hein, surtout n'hésitez pas, tout ça est fait pour partager, créer du lien, un peu plus d'humain. Heu et surtout de l'expertise, voilà, sur des sujets qui sont pas si simples, mais dès qu'on le prend de manière positive, de toute façon, ça avance et je retiens peut-être un dernier, mot, c'est le collectif. Finalement, quand je vous ai entendu parler ce matin, c'est, prendre un peu les idées, les sentiments ou les propositions de chacun pour se réintégrer et finalement, c'est la notion de collectif qui permet d'aller vers une intelligence d'accord et de réorganisation. C'est intéressant aussi en termes de notions positives, le collectif. Redouane, tu voulais dire un petit mot pour, avant de fermer? Simplement un grand merci, très intéressant. Bon, Très parfait. intéressant. Merci Fabienne, merci Ouais. Agnès pour vos témoignages et merci Antonio. Merci à vous. Très bonne journée à tout le monde Bonne journée à et tous. Bonne journée à Très peut-être à bonne journée. bientôt et merci d'avoir participé ce matin. Fabienne et Agnès, on peut peut-être rester 2 petites